Bonjour tout le monde, bienvenue sur la discussion manga. Voici Kenzo. Et voici Mathis. Pour ceux qui connaissent pas la discussion manga, je vous invite à regarder ce TikTok, ça vous expliquera le concept. Et nous, je vous propose aujourd'hui qu'on commence tout de suite à parler de Demon Slayer. Je propose qu'on détaille un peu qu'est-ce que Demon Slayer. Ah ouais, un manga qui a fait parler de lui post-Covid. Non, pendant le Covid. Justement, sa saison 1 est sortie pendant le Covid, et justement, ça Voici fait sa date beaucoup de de voix. création. Non, Il y a manga et il y a animé. l'animé. L'animé est sorti pendant le Covid. Enfin, peut-être un peu avant le Covid, mais il a Le 5 explosé septembre. pendant le Covid. C'est déjà. sûr qu'il a explosé parce que c'était pendant les confinements. Et surtout, ces épisodes où, notamment, il y a la partie où il affronte la première lune, sa première lune démoniaque, où là, le budget de l'animation a explosé, et du coup, ça a vraiment fait parler parce que c'était assez surprenant dans le monde de l'animé d'avoir autant de qualité. Alors, bien sûr, maintenant, c'est. Enfin, on va dire que c'est commun, ça reste exceptionnel. Mais à l'époque, c'était vraiment en mode, tu devais citer le grand pour le grand public, je veux dire. Tout le monde citait en mode, oh, c'était le meilleur. Tout Ouais. simplement. Demon Slayer a eu son avance sur l'animation. Ça a été le truc qui l'a fait décoller. C'est Aniplex, si je me trompe pas, qui a fait l'animation. Une Table. Donc ouais, c'est vraiment l'animé qui a fait exploser, en fin de compte, Demon Slayer. Le manga en lui-même a eu ses ventes pour pouvoir permettre l'animé, mais c'est clairement l'animé qui a fait connaître. Bah, l'œuvre à l'international et surtout, grâce à l'animé, il y a surtout le manga, quoi. C'est ça. Je veux dire, dans l'explosion, sans l'explosion de l'animé, le manga n'aurait pas fait ses ventes. Il a, qui a détruit un peu One Piece sur l'aspect où ça a carrément dépassé One Piece sur les ventes hebdomadaires et même euh, dans les ventes Annuel. du mois. Ah, mensuel. Mensuelles. Sur Oui. les ventes mensuelles, Demon Slayer, ça a défoncé One Piece, mais c'était 2 à 3 fois plus. Et ce qui était rare, déjà que One Piece se fasse dépasser. Déjà que Ils One avaient eu le Piece, palmarès pendant super longtemps. déjà il y avait Kingdom qui arrivait de temps en temps à dépasser One Piece, mais c'était assez rare. Mais là, un manga qui concurrence littéralement One Piece constamment, hein. Parce que c'est pas juste un mois ou deux, non, c'était vraiment sur 2 3 ans où Demon Slayer défonçait One Piece. Quel est ton avis global sur l'œuvre? Alors, ayant lu toute l'œuvre, juste j'ai regardé la première saison à l'époque en animé, après j'ai lu le manga, parce que je voulais savoir la suite et tout. Je dois avouer que j'ai été agréablement surpris pour premier abord sur l'efficacité du manga qui est très rapide, mais justement, on va revenir après sur ça. Je trouve que l'œuvre marche bien. Ouais, sincèrement, c'est une histoire shonen classique, mais qui fonctionne, qui a quand même quelques dramas et tout sur son écriture, genre où t'as des drames qui vont te toucher et tout, et justement c'est efficace. Alors bien sûr, on reviendra dessus sur les points négatifs et les points positifs, mais je trouve que c'est assez efficace. Moi, mon point de vue, c'est j'apprécie l'œuvre quand même si, on va détailler plus tard, avec ton avis et le mien, sur les points faibles du manga. Et toi, quel est ton avis global sur l'œuvre? Bah, à titre personnel, bah, Demon Slayer, c'est l'œuvre qui déjà m'a fait rentrer dans le monde du manga. Hmm. J'ai connu One Piece avant, mais j'étais en mode One Piece et rien d'autre, allez vous faire foutre. Mais à la place, bah, j'ai découvert du coup Demon Slayer par toi et par mon frère, ce qui fait que je suis rentré dans ce monde. J'ai adoré. Je pense que déjà l'animation a fait que. Et je crois qu'au bout d'à peine la moitié de la saison 1, j'ai acheté directement tous les tomes qui étaient disponibles, c'est-à-dire l'intégralité. Si je peux rajouter un petit truc sur Demon Slayer, l'avis sur le manga et l'œuvre, je trouve que l'œuvre est très facile et a permis à beaucoup de monde de s'intéresser aux mangas et aux animés. Je pense que c'est surtout une porte d'ouverture qui est très efficace. Ouais, une très belle porte. Et bah, par exemple, moi, je sais que je n'ai pas pu attendre la saison 2. J'ai lu l'intégralité d'un coup. Ouais. J'ai adoré. Il y a eu des scènes qui m'ont impacté, d'autres moins, d'autres où j'ai ragé. Et j'ai découvert que, bah, je pouvais lire. C'était un truc qui était possible, je pouvais lire. Mais que. Mais non, tu sais lire. C'est truc de dingue. Crazy. Et puis, et surtout, ouais, j'ai appris qu'en lisant, on pouvait avoir des émotions. Et c'est sincèrement un truc que je n'avais pas. Parce que pour moi, un roman a trop de mots, j'aime pas les mots. Après, par exemple, un roman et un manga, c'est totalement différent. C'est des points d'accès complètement différents. Et c'est justement, je trouve, une porte de lecture, le monde du manga, Ah, bien sûr. qui est super intéressante et qui n'est pas à négliger. Bah, surtout, après, nous, moi je suis pas un très très grand lecteur, je lis beaucoup moins qu'avant, je lis pas de romans et tout, même si j'en ai lu quand même. Je dois avouer que j'ai toujours préféré lire des mangas et tout parce que c'était un peu plus simple, on va dire, genre à comprendre et surtout à imaginer. Parce que dans les romans, tu vas juste. C'est que toi qui imagines, il n'y a pas de dessin, il y a que ta personne qui va pouvoir voir en quelque sorte créer des images. Alors que dans le manga,
il y a du dessin, il y a du textuel, il y a tout en fait. Donc c'est un peu plus simple à comprendre et surtout à imager. Ouais, je comprends totalement. Mais ouais, du coup, et Demon Slayer, justement, a une découpe qui est plutôt bonne pour la lecture. Qui Clairement. t'es pas sur quelque chose où, sans connaître comment lire un manga, tu n'es pas tout de suite perdu. Tu arrives à suivre l'histoire. Surtout que je trouve le dessin et on va entrer en détail là sur les points positifs et les points négatifs qui nous a fait apprécier l'œuvre. Euh, les dessins sont efficaces, on va dire. Je trouve que, on va dire, bon, ouais, techniquement, c'est pas le top, c'est pas Boichi, c'est pas, tu vois, c'est pas tout ça, mais ça reste extrêmement bien, genre, dans le sens où c'est efficace. Dans certains mangas, t'as pas besoin que ça soit parfait, magnifique, la plus belle œuvre. Des fois, t'as besoin que ça soit efficace. On va prendre l'exemple de Dr. Stone, ou celui qui a Boichi, celui qui a fait aussi Ace, pour te dire. Ouais. Les dessins sont vraiment efficaces, sont magnifiques. Genre, il y a des plans, par exemple, Barbe Blanche, tu vois son dos et tout. Le mec, c'est un malade mental de la structure physique et tout. Le mec, il te fait des dessins. Ouais, C'est il a une maîtrise de l'anatomie qui est c'est ça. vraiment Mais intéressante. vraiment, qui est sur certains personnages, tu te dis, ouais, bon, il est taré ce mec. Et justement, ça dépend des auteurs. Par exemple, pour le roman de Ace, je trouve que c'était plutôt bien adapté. Mais pour One Piece, si c'était lui qui dessinait, moi je trouve que ça ne fonctionnerait pas. Parce qu'on a toujours connu l'œuvre avec Ishiro Oda, et je trouve que c'est son identité. Et chaque manga doit avoir son identité. Et c'est ça qui est intéressant avec Demon Slayer, c'est son dessin à son identité, je veux dire. Absolument. Et c'est vrai qu'on le remarque surtout sur sa forme des yeux, qui sont très, on va dire, octogonales, et qui fonctionnent. Les traits sont gros, et c'est beau à regarder. Et surtout, ce qui est agréable dans certaines cases et tout, au niveau des yeux, quand tu veux faire l'effet comique, les deux petits points, c'est très efficace. Et justement, c'est ça qui marche tout de suite parce que des fois, certains mangaka ou certains dessins, ils vont s'embêter à faire un truc ultra complexe et tout. Et des fois, ça fonctionne. Mais des fois, ça peut vraiment mal fonctionner ou ça, c'est vraiment pas très beau. C'est ça. Avec Demon Slayer dans le manga, et ce qui est aussi retranscrit dans l'anime, et c'est cool, c'est qu'on a ce côté sérieux, et j'arrive à te mettre une pointe d'humour par le dessin, pas que par les dialogues. Oui. Et les petits points sont l'exemple parfait. Les yeux en point, je suis désolé, c'est la meilleure invention. Bah, en fait, c'est comment l'exploite l'auteur. Elle est excellente. Sur ça, moi, c'est un aspect qui m'a beaucoup plu quand j'ai lu Demon Slayer et quand j'ai vu d'abord l'anime, après j'ai vu le manga. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très très drôle. Et surtout, ça marche bien. Il y a des effets comme ça qui marchent très très bien. Ouais, ça fait un petit air de pas je suis abruti, mais je suis perdu. Oui, oui, clairement. C'est un peu ça. Bah, ça fonctionne très bien, je trouve. Ouais, c'est une bonne maîtrise pour moi là-dessus. Après, personnellement, je vais parler d'un point négatif. Moi, je trouve sur l'histoire, dans sa globalité, ça va beaucoup trop vite. Et surtout le dernier arc, c'est trop vite. Ça va trop vite. On n'a pas le temps de souffler une seule seconde. Et justement, des fois, ça peut être intéressant, genre, où t'enchaînes les événements tristes, traumatisants et tout, où ça te coupe la respiration, t'es en mode, genre, ça te choque et tout. Mais là, en fait, le problème avec Demon Slayer, dans le dernier arc, notamment, où t'enchaînes les drames, les drames, les drames, en fait, à un moment, c'est juste fatigant. Ça t'empêche pas de respirer. T'es triste, tu peux être choqué par certains trucs, mais en fait, ça t'empêche parce que ça va trop vite. T'as pas le temps de l'encaisser. C'est ça. Il n'y a pas d'écart en mode, t'as un ou deux chapitres où ça te ramène l'effet qui s'est passé avant, ça te le rappelle, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Là, t'as pas. Là, il est mort, bon, on passe à autre chose. On n'a pas le temps. Suivant. Il y en a un autre qui doit mourir, là, il est sur la select, il enfile d'attente, on y va. C'est ça. En fait, surtout sur le dernier arc, parce que les autres arcs, c'est beaucoup mieux géré, mais justement, c'est ça où le dernier arc, ça va trop vite. Le dernier arc est arrivé beaucoup trop rapidement, je trouve. Il aurait pu avoir du potentiel. Là, on sent qu'il y avait une envie de terminer l'œuvre. De toute façon, du moment qu'on a eu dans l'entraînement, non pas l'entraînement des piliers, c'est juste avant, c'est l'arc des forgerons. Oui. Du moment que tu as deux lunes supérieures qui se font tuer en même temps, tu te dis, bah là, l'œuvre déjà, elle va accélérer. Sur cet aspect-là, tu peux comprendre que ça va vraiment accélérer, mais ce qui est dommage, c'est surtout le manque d'exploitation de son propre univers et de ses personnages. Ou en mode, dans le dernier arc, t'as Sanemi, Obanai, l'aveugle, je me rappelle plus, Guillaume, pardon, excuse-moi. L'aveugle. Excuse-moi, Pourtant, Guillaume. Guillaume, il est très mignon, quoi. Guillaume, où ces trois personnages ne sont même pas encore développés, ils vont te développer à la fin, et ça va être développé 2 chapitres. Ça va être développé 2 chapitres et au moment de leur mort. Donc, je dois avouer, sauf Sanemi. Il est pas mort, si je peux me permettre. Quel dommage. Mais son frère est mort par contre. On en parlera. Et ça va. Justement, tout ça, on va en reparler. Il y aura une section personnages. De toute façon, là, sur la barre YouTube, vous avez les catégories. Si jamais une catégorie qui vous plaît plus, vous plaise plus qu'une autre, faites-vous plaisir. Naviguez. C'est des navigateurs. Moi, je navigue. Pourtant, nous ne sommes pas dans One Piece. Nous sommes sur Demon Slayer. Nous ne sommes pas des pirates. Mais du coup, sur cet aspect-là de l'histoire, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment déçu dans ma lecture à la fin. Parce que
j'ai tout rattrapé et je suivais hebdomadairement les sorties. Mais je me suis rattrapé dès la fin de la saison 1 jusqu'à le combat avec la première lune, si je me trompe pas. Kokushibo. Ouais, si je me trompe pas, c'est avec ce combat où j'ai fini du coup. Et donc j'ai tout lu. Je dois avouer que vraiment les autres arcs, sans compter le dernier arc, je trouve que chaque arc a vraiment un bon potentiel. Chacun est développé. Même si je trouve par exemple le pilier de l'amour, comment elle est racontée, c'est un peu vague, c'est un peu rapide et c'est pas spécialement intéressant. Enfin, après, bien sûr, il faut des personnages où en mode c'est rien de grave. C'est ça Il qui y rend a ça. aussi la diversité. Parce que s'ils sont. Bon, en fait, mon père est mort, ma mère est morte, toute ma famille est morte. Si à chaque fois c'est toujours ça, c'est vite fatigant. En gros, ça veut dire il faut que j'ai un petit truc spécial pour devenir fort. Alors, C'est pas ça. forcément. Je peux juste être une fille avec des muscles Oui. et avoir pris un râteau et Du coup, c'est je ça mon suis devenue pouvoir. forte. Oui. Donc c'est ça. Après, d'un côté, ça peut être un point fort, comme là. Mais des fois, je trouve, ou bah, par exemple, moi, personnellement, moi j'étais neutre. J'étais en mode, bon, ok. Genre, c'est pas comme si ça m'intéressait beaucoup, c'est pas comme si ça me dérangeait, mais j'étais en mode, voilà, j'étais neutre, clairement. Alors, Mathis, dis-moi, quels est les personnages ou le personnage qui t'a le plus impacté positivement ou négativement dans l'œuvre? Alors, j'arrache la gueule tout de suite à un personnage ou on passe d'abord par le gentil. C'est comme tu veux, hein, t'as le droit. Hein. Allez, Justement, je vais me faire des ennemis parce que tu l'as abordé tout à l'heure. Tu es en train de lui faire un câlin justement au personnage que j'aime le moins dans cette œuvre. Notre Sanemi. D'amour. Non. Désir. Alors, je tiens à dire, je déteste le personnage, mais c'est parce que je le déteste qu'il est bien écrit. Il faut quand même le noter. Ça veut dire, c'est pas je le déteste en mode son histoire est inintéressante, il fait tâche à l'écran. Non, c'est parce que justement il a réussi à être écrit de la façon qu'il est que je le déteste. Je m'explique. Sanemi, c'est un pilier, c'est le pilier du vent. Jusqu'à là, nous sommes tous d'accord. Il a. Pour le moment, je suis pas contre. Là, je suis Voilà. d'accord. Il est, je vais utiliser ce terme-là, censé avoir un petit frère. Qui se nomme Tenya. Tenya. J'allais dire Tengen. Oula. Oula. Autre personnage. Donc Tenya. Shinozagawa Tenya, qui lui n'a pas de souffle réel, il se bat avec des pistolets. Ils ont eu un passé dramatique, on peut pas le nier, voilà. Attends, que je me trompe pas de passé. Ils étaient avec. Je veux pas raconter. Ils étaient avec leur famille, et puis il y a eu un démon qui est venu, et c'était la maman, le démon, c'est ça. Et du coup, sa famille, en fait, sa mère elle s'est fait attaquer, elle s'est transformée en démon. Et du coup, Sanemi tue sa mère, et du coup, ses autres frères et sœurs sont morts parce que sa mère les a tués. Et justement, les deux seuls survivants, c'est Sanemi et Tenya qui sont traumatisés, du coup, forcément, parce que t'en as un qui a tué sa mère et l'autre qui voit son frère, du coup, devoir tuer sa mère démon. C'est assez traumatisant et tout. Et c'est à ce moment-là que Sanemi décide d'un peu renier son petit frère, dans le sens en mode, il va vouloir le surprotéger et justement le dégoûter de lui-même pour pas qu'il s'approche, parce que Sanemi, lui, va devenir du coup un Slayer, pour justement éviter que d'autres personnes suivent, c'est pas, en gros, que d'autres personnes traverse le même drame qu'il a vécu lui. Et c'est ça que je lui reproche très précisément. Ça veut dire que, prenons le contexte. Vous avez un grand frère. Votre grand frère, pour vous protéger, il fait quoi? Il vous le bloque sur tous les réseaux. Il veut plus que vous vous approchiez. Et si tu t'approches, il essaye de te tuer pendant l'entraînement des piliers. Mais quel bon frère! Moi, personnellement, c'est surtout dans... C'est pas dans... Moi, c'est surtout dans l'arc final où j'ai accroché avec le personnage, où vraiment je me suis dit, bon, c'est l'un de mes personnages préférés, c'est quand tu apprends du coup sa backstory, où tout durant l'histoire, en fait, l'auteur va tout faire pour que tu le détestes. Déjà, dans la première arc, Nezuko. avec Nezuko, quand il la torture et tout, et qui fait tout pour qu'elle le morde, et que finalement elle le fait pas. Faisons un steak haché de Nezuko. Quelle bonne idée. Nezuko voulait un steak. Elle a résisté au steak. Bah ouais. Prends mon bras. Mais lui, il a Non. pas résisté à faire Non, un steak. je suis vegan, je ne mange pas le steak. Nezuko est vegan, c'est ça son secret. Non. C'est pratique. Ah ouais, un démon vegan. Ça n'existe pas, je suis désolé. Techniquement, tant qu'il a pas goûté au sang, il peut être vegan. Il y a un démon qui a eu ça? Ils ont tous goûté. Forcément, pour transformer en homme, il faut avoir du sang de Muzan. Donc forcément, t'es obligé de goûter au sang. À moins qu'on te fait une transfusion, mais on l'a jamais vu dans le manga. Ouais. Donc pour cette partie-là, dans la première partie du manga, on va dire, sans compter l'arc final, c'est vraiment, on te fait détester Sanemi. Sanemi, c'est le mec antipathique, il a aucune émotion, c'est vraiment, tu le détestes et tout. Mais justement, moi, je trouve c'est la coupure entre lui, dans la première partie du manga, et dans l'arc final, c'est deux personnages totalement différents.
quand tu le découvres, du coup, tu découvres sa backstory et tout, tu découvres toute sa rancœur, toute sa haine envers les démons, et tu comprends pourquoi finalement. Parce qu'avec Nezuko, t'aurais pu te dire, vas-y, genre, il a un côté, il abuse tellement. Mais le truc, c'est que ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu comprends vraiment sa nature et genre, il a toujours voulu le bien pour sa famille et son petit frère et tout. Et justement, c'est sa façon de protecteur. Bien sûr, c'est extrêmement maladroit de faire. Enfin, dans le contexte du manga, c'est extrêmement maladroit parce que tu te dis, le mec, il abandonne clairement son frère. Mais justement, en fait, il a tout fait pour éviter que lui aussi risque sa vie et qu'il meure par un démon. Et justement, Spoiler alerte, il est mort. dans la partie finale, du coup, dans le combat final avec la lune, la première lune, du coup, Kukushibo. Du coup, il y avait Gyome, Muchiro, Sanemi et Tenya. Du coup, C'est du beau monde. ah bah, en même temps, c'était la première lune. Fallait tous Il mourir. fallait au moins ça. Et du coup, Tenya qui se sacrifie pour tuer du coup la première lune. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu découvres que Sanemi a vraiment changement de visage. Il se met en larmes. Tu sens que les traits de son visage et tout ont totalement changé. C'est vraiment genre tu sens qu'il est vraiment triste et tout, et toutes ses émotions sortent d'un coup parce qu'il a toujours tout fait pour repousser son frère pour éviter ce moment-là. C'est justement ça, ouais. On a en fait, entre guillemets, un faux Sanemi depuis le début. Le Sanemi qui va faire exprès de rejeter son frère, qui va faire exprès d'être violent. Et du coup, cette violence, en fait, se retranscrit au-delà juste de la relation avec son frère, du preuve avec Nezuko, et preuve avec les relations avec tous les autres. Du coup, ce qui fait qu'il a un caractère de cochon, qu'il est pas aimable, et qu'il faut qu'il voit, au final, son frère mourir pour dire un ouin 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 ouin. Bah, le truc, c'est surtout, c'est créé du coup cette carapace pour déjà encaisser le choc de son drame, je pense, surtout. Tu vois toute ta famille et tu tues carrément ta mère qui était devine démon, je pense sincèrement que bon, ça peut créer peut-être un caractère antipathique, justement parce que t'as pas envie de ressentir toutes ces émotions et toute cette peine. Et surtout, ce qui est vraiment sympa avec la fin, enfin, du coup t'as l'enchaînement et tout, son dernier combat après avec Muzan et tout. Sur Muzan, tu vois pas trop, ce qui est normal parce que l'auteur n'a pas voulu s'appliquer un peu plus sur certains trucs et sur ce point-là. Mais ce qui est intéressant, c'est tout à la fin, quand tout est fini et tout, t'as un passage après, quand il croise Nezuko, il s'excuse et tout, il lui fait pardon, je suis désolé et tout, et tu sens son visage, il est tellement apaisé, genre, c'est fini. Il y a plus de C'est, démons, c'est fini. il peut être lui, il n'y a plus de démons, il n'y a plus de frères à protéger. Bah, Il y c'est pas dans ce a... sens-là en mode il veut plus protéger son frère. Non, c'est surtout que sa mission est finie. Il peut arracher cette carapace, il peut arrêter de vouloir de se protéger parce que c'est enfin fini. Il peut enfin revivre et être heureux. Du coup, tu sens son passage ou son côté vraiment grand frère parce que ce côté-là, on l'a pas vu du coup durant le manga, mais c'est qu'à la fin, quand il perd son frère, qu'on comprend, ah ouais, il a vraiment voulu toujours. En fait, il s'est forcé lui-même à détester son frère. Et du coup, avec le passage Kinezuko en mode bah excuse-moi et tout, il fait une patte, et du coup, même tu vois Zenitsu qui est en mode il veut voler ma femme. Du coup, c'est assez drôle, tu vois. Donc, vraiment, Sunny, moi, c'est mon personnage préféré de Love avec ce petit monsieur-là, Banai. Vraiment, je trouve que Sanemi apporte ce truc vraiment, ce décalage qui est vraiment cool, personnellement. Sur toi, justement, il y a... Donc ouais, là, tu viens d'exprimer, du coup, ton côté in love de ce personnage. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que ce personnage est vraiment cool sur le changement de transition où tu le détestes pendant toute l'œuvre, et d'un coup, t'es en mode bon, je l'adore en fait. Il est génial. Et donc, du coup, là, tu parles aussi d'Obanai, Ouais. d'où vient ce coup de cœur envers ce personnage. Moi, je trouvais qu'il est aussi avait un côté un peu antipathique ou soit solitaire, on va dire, parce qu'à chaque fois, tu le vois, il est en mode vous êtes nul, t'aurais dû m'appeler, par exemple, quand dans le deuxième arc avec Donc, le. le Ah, pilier du son, oui, avec mais Daki, Guitaro, dans le quartier des plaisirs. dans le quartier des plaisirs, à la fin, toute fin, du coup, t'as Obana qui apparaît, qui fait t'es trop nul, t'es trop nul, et oh, t'es nul. En mode, il est trash talk et tout. En fait, il fallait m'appeler, en fait. Tu vois, il est assez antipathique, tu peux le détester pour ces raisons, ce qui est logique. Même dans sa première apparition, il est en mode il faut la tuer en fait. On va la buter. On va tous tuer. On va tuer tout le monde. Tous les démons, rien à foutre. Du coup, tu es en mode c'est un peu long là. Et du coup, moi j'aime beaucoup aussi son chara design que je trouve vraiment joli. Surtout, il y a les deux yeux de couleur. Les yeux verrons, si je me trompe pas. C'est deux yeux de couleurs différentes. Mais moi j'aime beaucoup déjà son chara design. Et surtout, quand tu vois après l'histoire qui se développe avec le pilier de l'amour, si je ne m'entends pas, mais je me rappelle plus de son Oui. nom. Mitsuri. Mitsuri. Avec Mitsuri, genre qu'il est amoureux d'elle depuis le début. À chaque fois, dans les débuts de manga, des fois, t'as une petite page, tu vois, de transition avec un petit dessin. Oui. Du coup, ces petits liens et tout, c'est ça, moi, ce qui rend après, bien sûr, ça, c'est du surdéveloppement. Mais moi, je trouve que ça peut accrocher aussi au personnage, et surtout sa backstory où il a toujours été abandonné, il a limite été sacrifié, parce que dans son histoire, en gros, dans sa famille,
Je crois qu'il y a que des personnes femmes, si je ne me trompe pas. Et lui, comme c'était un garçon, il fait partie des personnes qui allaient être sacrifiées à un démon serpent. Et du coup, c'est pour ça qu'il garde toujours un bandage, parce que justement, il a une cicatrice au niveau des joues. Et donc, il a réussi à s'évader et tout. Et il a rencontré le père de Rengoku à ce moment-là, si je ne me trompe pas. Donc, tu sens, c'est comme ça qu'il va devenir un Slayer. Et surtout, tu as le grand maître qui va le recueillir, il va réussir à soulager sa peine et sa haine. Donc, moi, c'est ça qui m'a fait aussi apprécier le personnage. C'est que il veut pas être antipathique, mais il se force à être antipathique parce qu'il est traumatisé clairement depuis le début. De toute façon, et c'est pour ça qu'il se cache littéralement tout le temps son visage. Son visage, les seules fois qu'on le voit, c'est lors du combat final avec Muzan. C'est ça se dévoile à la fin. Et même quand la partie où les 100 ans plus tard, comme par hasard, il a un petit masque pour pas voir son visage. Donc en vrai, ça rajoute un petit côté caché et tout secret. Moi, c'est ce qui m'a plutôt plu avec le personnage, bien sûr. Il est pas surdéveloppé, et justement, c'est ça qui est vraiment dommage, c'est qu'il a été développé 2 chapitres. Donc bon, tu peux t'attacher, mais bon, genre, c'est normal de s'attacher plus à un Muchiro qui a eu carrément un arc entier où il a pu être développé, apprécié, détesté, peu importe. T'as aussi du coup Tanjiro où tu développes toute l'histoire. Il y a Shinobu en Shinobu, pilier qui est très oui, bien développé aussi. Donc vraiment, c'est ça qui est dommage avec le dernier arc où vraiment t'as 40 000 personnages développés mais 2 chapitres. C'est ça qui est vraiment dommage avec. C'est pour ça que moi je trouve que il y a quand même un aspect négatif sur l'œuvre parce que je suis en mode ça allait beaucoup trop vite d'un coup. C'est vraiment dommage. Ok, et bah du coup j'en profite là parce que tu vas parler rapidement de Muichiro Tokito, qui est de mon côté le personnage qui m'a le plus impacté. Je vais parler surtout en fait de son développement. Son développement, donc on voit au début un mec qui est complètement paumé. Le mec, on est en pleine réunion des piliers, le mec qui regarde quoi? Oh, le nuage, il a une drôle de forme. Oh, un train. Oh, Oh, un train. oh là là, magnifique. Préférence. Et J'aime les trains. Tu mettras le montage. Chouchou. Et donc, ouais, donc on est sur un personnage qui, au début, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est qui? Pourquoi le mec Oh. Et ensuite, tu apprends à le connaître dans l'arc des forgerons. Dans l'arc des forgerons, tu le vois, il est détestable. Il est en train de s'entraîner avec un robot qui représente le tout premier Slayer, qui était l'un des plus puissants. Le machin, il a 8 bras. Enfin, voilà, quoi. Tu te dis, le mec, il se bat contre un drôle de truc. Mais il faut pas l'approcher. Tu l'approches, il a un peu le même caractère de cochon que Sanemi. Moi, je dirais plus qu'il est juste aucune émotion. Sanemi, c'est surtout tout le temps de la haine et de la colère. C'est pour retranscrire ses émotions, c'est comme ça qu'il arrive à encaisser le truc. Mais Tokito, lui, c'est vraiment zéro émotion. Rien. C'est zéro émotion et du coup, un côté très égoïste. C'est antipathique surtout. Bah, égoïste dans le sens où il est en mode j'ai plus d'épée, tu me la refais. Le machin il marche plus, tu me le répares. Et j'en ai rien à foutre que ça te fasse chier, que tu saches pas, c'est tu le fais. J'en ai besoin. C'est je. Puis, un petit gamin, forgeron, une attaque dans les forgerons, un homme avec des pots de fleurs, et un Muichiro bloqué dans une bulle. Et là, c'est le passé. Le passé, on apprend que il a un frère jumeau, que ce frère jumeau... Je peux me permettre. C'est pas cool de faire ça. C'est pas très gentil. Ouais, donc un passé où qu'il a effectivement un frère jumeau, où les deux se font attaquer pendant l'absence du père, qui malheureusement est tombé tout seul. Flop. Il y en a qui meurent en héros, il y en a d'autres non. Il n'y a pas que des morts héroïques. Ah bah là, c'est j'ai glissé. Ah, j'ai glissé, chef. Et puis du coup, ouais, donc le frère ce frère jumeau qui meurt, mais qui permet à Muichiro de vaincre ce démon à main nue, jusqu'à l'aube du soleil. Mais c'est là qu'en fait que Muichiro, parce que c'était Muichiro qui était avant le plus émotif entre les deux frères, et son frère qui était beaucoup moins émotif, son frère qui s'appelle... Bon, on s'en fout, hein. Yuichiro. Oui, c'est pas fait chier. Tu regardes Nezuko se faire taper le cul là ou... Non, c'est ce que je rêvais beaucoup. Et donc ouais, et au final, Yuichiro était celui-là qui avait ce caractère de base un peu froid. Et ce qui fait que Muichiro, parce que Tokito c'est les deux, donc Muichiro qui récupère au final ce caractère. Et c'est au final en retrouvant cet aspect bulle, il a revu ses souvenirs, hop, super, il a plus cette perte de mémoire. Parce que oui, il avait une perte de mémoire. Ce qui du coup va très bien avec son souffle, de la brume, en mode c'est brumeux, mais ça on va revenir justement sur l'aspect des souffles qui est super bien élaboré. Justement, sur la partie où, genre... j'ai oublié ce que j'allais dire, merde.
Du coup, je continue. Ah, y a pas de vanne. Oh non. Ouais, et du coup, là, on retrouve un petit garçon, tout joyeux. Parce qu'il faut oublier que Muichiro a que 14 ans. Et que c'est un putain de génie. Du coup, d'être 14 ans, pilier, c'est le plus jeune. Et L'histoire, je crois que c'est le plus. Même, t'as le grand maître qui explique que c'est le plus jeune ou un truc comme ça. Ou soit c'est Guillaume qui explique, je sais plus. ouais, en tout cas, il s'est dit que c'est le plus jeune à être pilier, que aussitôt il a eu une épée, il lui a fallu, il me semble, que 2 mois. Ouais, c'était un génie. Il avait ce talent naturel, quoi. Ouais. Au bout de 2 mois après être entré dans les Seiya, il est devenu pilier. Le mec. Bah, il avait un talent naturel et ce génie. Après, t'as certains personnages où t'as pas besoin de faire 40 000 entraînements et bam, c'est un génie directement. Et justement, c'est ça qui rend certains personnages assez uniques, on va dire. Et c'est intéressant. Et justement, dans le combat final contre Kokushibo, sa force est reconnue par Kokushibo. Kokushibo Qui sont Qui sont ancêtres est son direct. ancêtre, Et tout simplement. excuse-moi de te couper sur cette partie-là. Dans ce combat, surtout, quand il utilise son souffle, il indique que t'es l'un des seuls qui est le plus proche du vrai souffle. Oui. Qui est le souffle du dieu soleil. le souffle du soleil. Du coup, du dieu soleil, du dieu des flammes, je sais plus. Dieu soleil, il me semble. Pour Tanjiro, bah, de toute façon, il utilise du coup le vrai souffle. Le vrai du soleil, le souffle original, on le l'appelait souffle comme ça. original. Mais du coup, genre, même si, parce que tous les souffles qu'on voit, c'est que des souffles qui sont des dérivés. Parce que justement, personne n'arrivait à reproduire le souffle du soleil. Et justement, chacun avait créé un dérivé ou soit apprenait un dérivé. Par exemple, au tout début, son frère, du coup Kokushibo, avait appris le souffle de la lune, qui était l'un des plus proches aussi. Qui est clairement. Qui est l'opposé du soleil. C'est ça, genre c'est vraiment le dérivé naturel. Après, t'as les grandes branches, et du coup, après, t'as le vent, et après, t'as le brume qui arrive directement à se rapprocher aussi, à ressentir la même vibe que le souffle du soleil. Donc, t'as certains trucs, par exemple, le souffle de l'amour. Bon, ça, c'est clairement un dérivé, mais c'est elle qui l'a créé toute seule, tu vois. Donc, c'est ça qui est intéressant avec le système de souffle, moi, que j'apprécie énormément. Je trouve que c'est assez intéressant comment c'est développé. Aussi, la sorte de vision thermique, en gros, où t'arrives à voir tous les cœurs et tout. Je sais plus comment ça s'appelle ce Je n'ai pouvoir-là. plus le terme exact, mais ouais, t'as effectivement sur le dernier arc, en fait, Dommage. Ce qui est dommage, c'est que c'est déclaré qu'à la fin. C'est ça qui est et qu'on vraiment n'a jamais dommage. vu avant. Mais que c'est Guillaume. C'est Oui, il s'appelle. Akaza. Non, il s'appelle. C'est Guillaume qui le C'est développe. Guillaume en premier. qui l'a en premier, parce que il est aveugle, donc il se concentre tellement sur ses sens qu'il finit par le développer naturellement. Et pour revenir sur les souffles, ouais, il y a genre le souffle originel, puis ensuite il y a les éléments, je crois que c'est 5, et ensuite, Après, t'as plein justement, de dérivés. t'as par exemple fusion du vent et fusion de l'eau, ça donne la brume. Après, et c'est bien ça sûr, que t'appelles les ça, dérivés. c'est surtout aussi, genre on peut dire par exemple le feu, c'est dérivé de la terre. Genre tu peux créer n'importe quoi C'est dans ça. cette version-là. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout que chacun peut avoir son propre souffle. S'il est assez bien développé et assez puissant, par exemple, tu peux créer un souffle de l'insecte. Justement, c'est ultra intéressant, mais il est pas assez puissant. Parce que Shinobu ne peut pas trancher de tête. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que grâce à ces techniques, elle peut se rapprocher et utiliser son poison. Donc forcément, c'est ça qui est assez intéressant. Ou soit c'est le souffle du papillon, si je me trompe pas. Elle, c'est pas- papillon. Ah, c'est papillon. Et ce qu'il faut savoir aussi avec Shinobu, c'est pas son souffle qui lui permet pas de découper la tête. C'est parce qu'elle Elle a pas n'a la pas force assez de aussi. force pour couper. Et justement, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que par exemple, son élève là, sa sœur adoptive, elle arrive, elle, à utiliser le souffle des papillons, mais pour tuer. Voilà, elle Alors arrive à que trancher. Shinobu n'y arrive pas. Et ce qui est intéressant, c'est que Shinobu va se battre avec des poisons. Donc chaque personnage peut avoir ses propres souffles. Par exemple, Guillaume, le meilleur pilier et le plus puissant actuel, du coup, dans le manga, sans compter Tanjiro sous forme démoniaque. Guillaume, il a créé le souffle de la roche, où il utilise juste sa force physique et des armes. S'il n'y a pas de je vais créer un gros caillou, non, c'est vraiment juste sa pure tape. force physique. Et ce qui est impressionnant, genre juste physiquement, le mec, sans forcément utiliser de super feu en mode je vais créer des flammes, du vent. Non, le mec, juste physiquement, le mec, il t'allume. C'est ça qui est assez impressionnant avec les souffles, c'est que chacun peut développer sa propre truc. Par exemple, le pilier de l'amour, elle, c'est vraiment très physique, mais justement, c'est parce qu'elle est aussi gymnaste, elle est ultra, genre ça coule. C'est tu très vois. joli. C'est vraiment, bah justement, c'est le souffle de l'amour, du coup, c'est un peu des cœurs, un peu de tout. Et justement, c'est ça qui est assez intéressant avec le souffle, c'est que tu peux créer des dérivés de un peu de tout. C'est ça qui est intéressant. Et tu vois, lui, il s'est dit j'ai le souffle de la roche, je deviens une roche. Ouais, ouais, C'est un bon gros rocher, quoi. ouais, tu te prends un coup, bon, Lui, de base, tu prends une patate, tu t'en souviens. ouais, il t'endort quoi. Ça est couché. Tu dors bien. Du coup, là, on va passer sur la partie. Sur la vie, notre avis sur son impact dans la pop culture. Moi, personnellement, je trouve que, bah, on l'a dit au tout début sur l'impact de l'animé, où vraiment tout le monde, quand il y a un truc un peu animé correctement, ouais, soit c'est moins bien, soit c'est mieux que Demon Slayer. À chaque fois,
Maintenant, l'animé Demon Slayer, surtout la première saison à l'époque, c'est un outil de comparaison. En mode, tel animé est mieux parce que l'animation. Alors que l'animation est un outil très important pour faire apprécier un animé, mais c'est pas que cet aspect-là, parce qu'il y a plein, par exemple, d'animés chinois où ça défonce Demon Slayer. Il y a des années-lumière, mais il n'y a pas de contenu. C'est juste des gros flashs et tout. C'est très beau, hein, c'est très joli, c'est magnifique. Mais il n'y a pas de fond en fait. Donc l'animation de Demon Slayer est très intéressante et très importante sur son impact et tout dans la pop culture. De toute façon, il y a beaucoup de personnes qui sont comparées à ça. Ça a énormément servi pour le manga. Sans l'animé, il n'y a pas autant de ventes, il n'y a pas autant de reconnaissance envers Demon Slayer. Mais c'est surtout son impact aussi dans la pop culture en mode l'animé, avant et après, tu sens que dans le monde de l'animation, t'es en mode tout le monde veut faire du Demon Slayer en quelque sorte en termes de minimum de qualité. C'est ça. En termes de grosse qualité, à ce moment-là, il n'y en avait pas beaucoup. One Piece, on pouvait pas encore le noter dans les grosses animations quand Demon Slayer est sorti. Il avait une bonne animation pour de l'hebdomadaire, il faut le dire. Ouais. Mais on n'avait pas les épisodes qu'on a aujourd'hui, par exemple. Oui, clairement. C'est voilà. On avait... alors, il y a un animé qu'il faut que j'arrive à me remettre en tête. Voilà, Fate. Fate est l'un des premiers qui a explosé en termes d'animation. Après, Fate, c'est... genre, je me connais pas du tout, je suis pas du tout calé, mais en termes d'animation, c'est... je sais qu'à l'époque, c'était vraiment le référentiel en termes de qualité pure d'animation. Et même encore aujourd'hui, Oui, vraiment, c'est très très beau. Ça reste quand même à des années-lumière de la meilleure. Genre, je pense sincèrement, c'est dans le haut du panier, quoi. Clairement. Et à ce moment-là, voilà, il faut se dire qu'on n'a pas beaucoup de grosses animations à succès comme ça. Les seules... En 2018, il me semble. 2019. 19. Ouais, 2019, ouais. 19, on n'a pas encore ce qu'on a aujourd'hui. 2019, 2020. Je pense. Parce que c'est tu fin vas d'année, encore plus début d'année. Bah, c'est pendant le Covid, hein. 2020, c'est Covid. En tout cas, vous avez la date, nous on l'a pas. Mais et donc là on se dit en fait ça devient la référence animation. Ouais. Et du coup ça attire l'œil. Avoir une qualité visuelle, forcément, ça nous permet de s'intéresser à l'histoire. Tiens, l'histoire, j'aime bien, j'ai envie de regarder. Oh, bah, au final l'histoire elle est aussi sympa, j'y vais. Et après on tombe sur l'arc des forgerons et on voit des animations de poissons 3D dégueulasses en CGI, en couleur. Mais il en faut un peu. Pour prendre la défense sur le truc de CGI, c'est normal qu'à un moment, t'as dans certains passages d'animé où t'as des mots un peu vides ou un peu claqués, un peu nuls. C'est normal. Enfin, c'est normal. Dans le sens en mode, par exemple là, on va parler un petit truc qu'on a vu hier soir, One Piece, le dernier épisode. Genre à un moment, t'as Akainu qui est en face à face avec Kuma. Akainu, son animation, elle est terrible. Hein. C'est terrible dans le sens mauvais. C'était vraiment pas beau. Alors que l'épisode d'avant, ou soit dans certains passages de l'animé, où tu vois Luffy en guerre 5 choper Kizaru, là c'est stylé, là c'est vraiment bien fait, t'as aucun truc qui est mal fait. Et justement, c'est normal que dans certains animés, dans certaines parties, t'as vraiment des trucs qui peuvent ne pas plaire. Moi je sais que l'animation 3D, bon là c'était vraiment pas très beau, mais je sais que par exemple dans la CGI, à certains moments je trouve ça très dynamique et vraiment joli. Et des fois c'est complètement réussi. Dans SNK, la première partie, où t'as un moment, t'as les titans qui arrivent et qui démontent tout, c'est de la CGI. Mais pour autant, je sais que moi personnellement ça m'a pas dérangé quand j'ai vu. Et je sais que bon, ça va déranger beaucoup de personnes, bien sûr, la CGI. Ça peut rébuter. Mais en fait, le problème, c'est que je pense que c'est surtout les gens vont associer directement CGI à mauvais truc ou mauvaise truc. Je pense. Alors, il y a un exemple que j'aime beaucoup prendre. Alors, en général, la CGI est utilisée pour un contexte de un gros dessin avec énormément de détails à réaliser. C'est beaucoup plus facile de faire un modèle 3D et de le faire bouger que de redessiner frame par frame les petits détails. La 2D, c'est très très long. C'est terrible. Et donc, l'exemple parfait que j'ai eu et qui ne m'a jamais choqué, c'est Kaido dans One Piece, en forme dragon. Alors, il est à 80% du temps en 3D. Il y a des fois, ça se voit. Il y a des fois, c'est vraiment très médiocre. Il y a des fois, c'est nul. Mais il y a des fois où tu dis, bah, tu vois pas la différence. Ouais, je suis d'accord. Mais, par exemple, pour revenir sur la CGI, par exemple, dans la première partie de Bleach, à un moment, t'as... Ah, punaise. Ah, je me rappelle plus de son nom. Ah... Et où, là je sais plus, c'est le capitaine Renard. Ah, j'ai trop que ça, je l'adore. Je le dirai pour le montage. Mais dans la partie quand il utilise son Bankai, où c'est clairement de la CGI, il y a beaucoup de personnes qui ont crié au scandale, mais moi, la scène, je la trouve très très bien. Hein. Personnellement, je trouve que la CGI était vraiment adaptée pour faire vraiment son énorme monstre, son énorme créature. Vraiment, à certains passages de la CGI, je trouve qu'elle est nécessaire. En fait, si on revient sur la CGI, le problème, c'est que les débuts de la CGI n'ont pas été bons, n'ont pas été glorieux. Ça dépend pour qui, je pense. En tout cas, le problème, c'est que ça a été mis en avant d'une mauvaise façon sur les plus gros titres.
parce que c'était en découverte, c'est normal de se faire délouper. Ouais. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a souvenir d'une mauvaise qualité de la CGI. Du coup, on se dit, ah bah CGI, je me rappelle de ça, hop, ça connecte, et ben c'est de la merde. Ouais. Qu'alors il y en a, bah on va pas être objectif, on va se dire, oh c'est de la CGI, même pas je cherche à regarder si c'est bien ou pas. Je connais un gars qu'on connaît très très bien, qui a arrêté un animé parce qu'il a vu un robot être en CGI. Il s'appelle Rodrigue. On te fait la bise. Mais ouais, après, c'est dommage de s'arrêter juste sur de l'animation ou soit sur un truc assez moche. Alors, par exemple, on va prendre l'exemple de Berserk où l'animé est en 3D. Oula oui, non mais là tu vas dans des mais côtés c'est obscurs là, ouais. L'exemple où en mode le manga est une perfection, lisez Berserk. Vraiment, où le manga est magnifique. Ses dessins, je pense sincèrement, c'est l'un des top. Vraiment, c'est l'un des meilleurs dans son registre. Vraiment, ses dessins fantastiques et tout. Le mec, il dessinait tout à la main. On lui a passé. Il est passé au numérique. Tout le monde s'est dit, il va pouvoir dessiner plus rapidement. Il a appris le zoom. Il zoomait encore plus. Et du coup, ça prenait autant de temps, soit voire plus. Il était plus rapide, mais il prenait encore plus son temps. Mais du coup, il y a encore plus de détails. Et du coup, tu te dis, tu vois le chef-d'œuvre que c'est un manga et tu regardes son anime, t'es en mode, on peut arrêter le scandale. Donc tu vois, c'est un peu dommage de s'arrêter juste où soit l'anime peut pas te plaire, mais pense qu'il faudrait quand même continuer sur le manga quoi, si l'anime te bloque. C'est ça, il faut se dire qu'un animé, à 95% du temps, est pris de source par un manga ou un light novel. Et donc si effectivement l'animation n'est pas ce qu'on recherche, eh ben, autant les découvrir à quoi ressemble l'œuvre originale. Et parfois on se dit, bah là je me fais un vrai avis. Ouais, de toute façon, je pense personnellement que le manga sera toujours meilleur que l'animé, mais l'animé permet soit de s'ouvrir un manga, ou soit permet d'embellir une œuvre. Par exemple, pour Bleach, où l'auteur on l'a forcé à se dépêcher. Dans le dernier arc, il a dû se dépêcher, il a dû plein. Mais là, dans l'animation, il participe énormément. Après, bien sûr, ça dépend aussi des mangas. Si l'animé suit déjà très fidèle, bon voilà. Mais par exemple, pour Bleach, où t'as l'animé qui est encore plus fidèle que le manga, parce qu'il y a clairement l'auteur qui a participé entièrement dans la dernière partie. Il participe, il rajoute pas mal d'informations et tout. Et on sait que pour la partie 4, il y aura un épisode totalement inédit et qui fait partie de l'histoire. Du coup, tu te dis, tu as 24 minutes d'animation où c'est full nouveauté qui n'a pas été développée dans le manga. Tu te dis, c'est incroyable. Et moi, justement, c'est ça qui permet des fois, je me dis, l'un va pas sans l'autre. Ils se complètent parfois. Et justement, là, ce que tu dis, ça me fait penser, dans Demon Slayer, justement, l'entraînement de l'arc des piliers, il y a des ajouts demandés par l'autrice qu'elle n'a pas pu mettre sur le manga. Comme par exemple, justement, on parlait des développements des piliers. Il y a eu des petits ajouts sur, par exemple, mon personnage in love, mon petit Muichiro. Et elle a fait des ajouts qu'elle aurait voulu faire dans le manga, mais dans le manga, elle a été obligée d'être précipitée à cause de la pression hebdomadaire de publication, ce qui fait qu'elle ne l'a pas fait. Et du coup, elle en profite aujourd'hui de faire ces ajouts. Mais c'est pour ça qu'on dit que vraiment, l'animé n'est pas l'œuvre, mais elle complète l'œuvre originale. En fait, de toute façon, l'animé, c'est une adaptation du manga. Donc, dans le principe, quand tu prends le terme logique d'adaptation, c'est une adaptation. C'est selon le point de vue après. Bonne définition d'adaptation, ça dit. Hein. Je sais, j'espère que ça sera au montage. Mais du coup, sur l'adaptation, tu peux rajouter des trucs ou soit en enlever. Par exemple, tu as certains passages qui peuvent être vraiment soit inutiles ou soit tu as besoin d'embellir. Donc, tu vas rajouter, par exemple, je sais que ils avaient l'autrice, je crois, qui avait rajouté une partie où tu as ce pilier, Sanemi et Obanai, qui vont affronter une lune. Enfin non, ils vont pas affronter une lune, ils vont affronter des démons. Et d'un coup... Ah, je vois lequel tu parles. Le tout début. Ok, j'avais pas cette scène-là en tête. Au tout début, avant l'arc des piliers, l'entraînement des piliers, je ne me trompe pas. Épisode 1. T'as Sanemi du coup, et Obanai qui vont affronter des démons et tout. Et d'un coup, ils se font téléporter dans le château de l'infini. Et du coup, t'es totalement surpris. Parce que déjà, ce passage-là, bon, dommage qu'il n'y a pas beaucoup de développement, c'est juste un peu du combat. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu vois enfin les deux piliers qui s'allient carrément pour aller en partir en mission. Et ça, c'est vraiment cool. Moi, j'ai bien aimé. Parce que ce qui manque dans le manga, c'est la profondeur et l'expansion de l'univers. Parce que d'un coup, t'as Obanai qui arrive. Qu'est-ce qu'il faisait ? Qu'est-ce que faisait Shinobu ? Qu'est-ce que faisait. Tu vois, tous les autres piliers, tu sais pas ce qu'ils font. C'est ça qui est vraiment dommage parce que t'as besoin d'un arc, par exemple, Muichiro, dans toute l'œuvre, au tout début.
Tu sais pas ce qu'il fait. Vraiment, c'est ça qui est vraiment dommage avec Demon Slayer, c'est que c'est une manque de profondeur. Par exemple, on va prendre l'exemple avec One Piece. Bon, One Piece, c'est un des milliards de chapitres. Mais justement, genre, l'auteur a pris le temps, des fois, d'expandre son univers. Alors, bien sûr, ça va durer très longtemps. Mais justement, parfois, t'as besoin de ça pour développer vraiment un univers au complet et pas de gâcher certains trucs. Par exemple, genre Obanai ou soit même Mitsuri, c'est très rapide et c'est trop rapide. C'est trop rapide, justement. Et moi, c'est ça vraiment le défaut principal de l'œuvre, où ça va trop vite. Tu profites pas assez de son univers. Donc voilà, à voir ce que va nous offrir la suite. Et justement, j'aimerais qu'on en parle du coup de la trilogie qui a été annoncée. Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que c'est un bon point, un mauvais point? Qu'est-ce que tu attends de cette trilogie? Regardez-moi bien. Alors, je vais le dire d'un ton solennel. Pour moi, l'adaptation en animé aurait dû rester en série. La seule exception, c'est le film de Rengoku, où là, c'est parfait. Ça adapte exactement l'arc, qui est très court. Et justement, il est parfait pour adapter le train de l'infini. Mais par contre, nous faire 3 films de merde, là, je vais rester impoli. Là, je vais être impoli. Mais vraiment, nous faire 3 films de merde pour développer l'arc final, c'est une débilité. Pourquoi ne l'a pas fait en animé? En fait, à part vouloir faire Du business. Bah, je pense que c'est d'un côté business, mais ça ne marchera pas parce que déjà l'animé a perdu énormément de standing et aussi ils ont perdu énormément de temps sur genre entre les sorties des trucs. À chaque fois, la hype a fait que ça. Dans l'arc des plaisirs, quartier des plaisirs, ça restait quand même assez haut. Même si ça avait baissé, c'était quand même très très haut. Mais là, avec l'entraînement des piliers, l'entraînement des piliers, en même fait, avec l'arc des forgerons, ça avait ça avait commencé à baisser, ouais. Clairement descendu. Les piliers, en fait, les gens ont eu soif de combat. Il y a eu 0 combat, c'est normal, c'était un entraînement. Soit même de développement, je trouve que l'entraînement des piliers, personnellement, c'est pas assez développé. Hein. Parce que c'est un arc entier. Justement, moi, je pensais que l'arc d'entraînement des piliers, c'est quelques chapitres à peine. Du coup, ça fait une saison sur ça, je m'étais dit, c'est génial, ils vont rajouter tellement de trucs. Ils ont rajouté 2 trucs. Ouais. On a vu Muichiro lancer des avions en papier. Si c'est pour nous développer des trucs de merde comme ça, autant nous faire directement l'arc final. Si c'est pour nous faire perdre du temps. Mais du coup, en parlant du coup de cette trilogie, en fait, là, moi, le point de vue que j'ai, c'est que je n'arrive pas à comprendre comment ils vont faire la découpe. Si on reste fidèle au manga, ça va spoiler, de toute façon, vous êtes spoilé depuis le début, mais ça veut dire que film 1, on va avoir des morts, de la mise en place, mais aucun contenu de conclusion ou d'avancement. Film 2, on va avoir du plein combat à fond, mais aucune conclusion. Et le dernier, on a full conclusion. Alors, on se dit qu'il y a 3 lunes principales à tuer. La 3, la 2, la 1. Un film chacun. Mais par contre, dans la totalité du manga, ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas. Parce que ça veut dire que le 3, c'est qui? C'est Akaza. Akaza, entre-temps, t'as Duma qui tue Shinobu. Qui l'absorbe. Entre-temps, t'as Kokoshibo qui tue Genya, qui tue Muichiro. Eux deux, c'est pareil, il est mort, alors Akaza est toujours en vie. En fait, tu as trop d'événements qui se passent pour pouvoir te permettre de découper un film, un démon principal. Ça, ce qu'il faudrait, moi personnellement, la solution que j'ai pour ça, c'est dans le premier film, tu développes Akaza et Doma, tu fais toute cette partie-là, tu vas développer du coup les combats et du coup, t'as pas de problème de popularité parce qu'en fait, le combat avec la première lune, c'est vraiment coupé. C'est vraiment tout seul. La partie de la lune, la première lune, elle est toute seule. C'est un peu en enclos, tu vois, ils sont un peu enfermés. Avec Muichiro, Sanemi, Guillaume et Genya, ils sont tous enfermés, tu vois. Alors, ils interviennent pas avec. Alors, tu vois, la mort de Shinobu avec le corbeau qui va prévenir tout le monde, ça affecte directement les personnages. Alors que dans la partie enclos, on va dire en quelque sorte, je dis comme ça parce que j'ai pas d'autres termes, mais en gros, ils sont enfermés et ils interviennent pas encore pour le moment. En gros, ils ont aucune interaction avec l'autre monde. Et du coup, moi, ce que je voudrais pour le premier film, tu fais ça. Tu fais toute cette partie-là où tu développes assez. Par contre, ça va être très rapide. Mais en vrai, en 1h30, je pense que tu peux quand même développer les trucs, mais il faudra pas perdre de temps. Du coup, tu fais Akaza et Doma. Ou soit tu coupes Doma en mode tu fais la première partie du combat avec Shinobu et tout. Tu fais quand même la mort et tout. Tu fais apparaître, du coup, à la fin, tu fais apparaître notre cher ami. L'homme cochon. Inosuke, pardon. L'homme cochon. Du coup, tu fais apparaître d'un coup Inosuke à la fin et bam, ça s'arrête sur ça. En gros, préparation. C'est ça. Et après, dans le deuxième film, tu fais la fin du combat avec Doma. Tu fais le premier lune. Tu fais apparaître aussi entre les coupures.
des scènes, tu peux faire Obana et Mitsuri contre la quatrième lune qui fait Du biwa. du biwa. Voilà. Je ne connaissais pas le nom de l'instrument, mais je te remercie. Avec du coup la personne qui fait du biwa. Et du coup, après, dans la dernière partie, tu fais, genre à la fin du deuxième film, tu fais toutes les morts et tout qu'il faut. Tu fais éclore Muzan. Et d'un coup, bam, troisième film, Muzan entier. Et là, tu peux rajouter pas mal d'éléments. Parce qu'il y a pas mal de trucs encore à développer avec son grand. Tu peux ramener avec son pire ennemi. Du coup, tu peux toujours développer l'aspect avec son pire ennemi. Du coup. Ah, c'est pour Parce ça que, que ouais. c'est comme, excuse-moi, c'est comme ça que je vois comment ça allait être découpé. Parce que sinon, je vois pas vraiment comment tu peux découper l'arc pour en faire quelque chose de correct. Sinon, ça va être trop brusque, je pense. Ça va être très spécial. Parce que pour moi, la découpe, si vous voulez vraiment faire un film encore dans Demon Slayer, la découpe parfaite aurait été de faire l'arc, on va dire, des 3 lunes en une saison de 24 épisodes. Ouais. Ça tenait largement. Et de faire un Et film que à peu tu près fais un Muzan, film ouais. spécial Muzan, où là, tu peux t'amuser à développer, à nous en mettre plein les mirettes et à faire une conclusion là-dessus. Et là, pour moi, j'aurais dit bravo Demon Slayer, vous avez fait ce qu'il fallait. Ouais, ça aurait été une très bonne idée, effectivement. Je suis d'accord. Sur le fait de faire une dernière partie avec Muzan, où là tu donnes tout, tu mets tout, et tu peux même rajouter certains éléments pour rendre le film plus Plus compact et long, donner plus. plus. Voilà. Parce que c'est ce qui manque à l'œuvre, c'est de la profondeur. Et surtout dans la dernière partie où t'as le combat à Muzan, c'est la foire à la saucisse. Hein. T'as tout le monde qui se Ah bat bah un contre un. là, Et genre c'est du rush, tu sens que c'est rushé. tu sens là, tu fais c'est bon, j'en ai marre, toi, psst, hop, suivant, hop, toi, hop. Ouais, Ça c'est va ça. être, c'est une boucherie. Là, clairement, ouais, toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu meurs. Toi tu vis, toi tu vis, Toi, t'es mal en point, mais tu. Ah, ok. toi tu vis, Non, toi toi, tu c'est bon. vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi Enfin, tu crèves. c'est plus inversé. Tu crèves, tu vis. Allez, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu crèves, tu crèves, tu crèves. C'est terrible. Mais ouais, ça, c'est le point de vue que j'aurais. Franchement, je crois que j'aurais surkiffé avoir ça. Ça aurait été une bonne idée, hein, sincèrement. Mais voilà, maintenant, bah, reste à voir. Le premier film sort dans 5-6 mois. En France, en tout cas. Donc, à voir ce qu'il donnera. Et bah, dites-nous si vous Et voulez à voir c'est un qui. short TikTok après de notre avis dessus. Oh le short. Nul. Alors, j'ai bien aimé le. Rien. Ta conclusion du cours sur l'œuvre de Demon Slayer, comment tu es? Alors, après toutes ces discussions et tout, moi, mon avis, ça reste toujours le même qu'au début, où en mode l'animé manga a beaucoup plu et tout, même s'il y a le manque de profondeur. Et pour moi, le réel problème du manga où ça va trop vite, ou soit t'as certains personnages qui sont pas développés. L'auteur, elle a réussi à développer ses idées sur certains personnages, Tanjiro, sa famille et tout. Genre, sur la sympathie, même sur certains passages où, genre, Akaza, c'est une pourriture, et d'un coup, tu comprends qu'il a quand même un côté humain. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, où t'as quand même des nuances, et ça qui est quand même pas mal, et pour moi, réussi dans son œuvre. Et pour toi? Bah, pour moi, ouais, ça reste aujourd'hui, en termes de manga, une œuvre réussite. Comme je l'ai dit, moi, ça m'a permis de rentrer dans le monde du manga. C'est pour moi l'essence de ce que j'ai grandi dans cette passion. Après, pour ce qui est de l'animation de l'animé, saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, j'ai surkiffé. Comme je dis, bah, j'ai peur pour la suite. Donc, c'est pour ça. Pour le moment, je pars en étant négatif, mais à Ufotable aujourd'hui me mettre une claque et me dire Ouais, Mathis, tu fermes de ta toute gueule façon. et tu aimes. Voilà, donc à voir ce que ça donnera après, mais pour le moment, je dis un grand oui à cette œuvre. Tout de suite, les notes. Et c'est parti pour les notes de Demon Slayer. Et on va commencer tout d'abord avec la qualité des dessins. Tout d'abord, la qualité des dessins, j'ai mis la note de 6 sur 10. Je trouve que les dessins sont très agréables à voir. L'auteur a trouvé son style, ce qui est agréable, hein, mais c'est pas... elle a réussi à trouver son propre style et à pas faire comme tous les shonen un peu le même style. Mais malgré ça, c'est pas un style de dessin qui va m'époustoufler. C'est un style de dessin qui est très bien et qui fonctionne bien. Donc c'est très bien pour l'œuvre. Mais personnellement, c'est pas des dessins qui vont me marquer. Par exemple, comme les dessins de Boichi pour Dr. Stone, où là, plus de dessins vont me marquer, où je retrouve plus un style qui me plaît un peu plus. Alors, pour ma part, la qualité des dessins, j'ai décidé de mettre un 7 sur 10. Les dessins, je les ai trouvés fluides et très agréables à lire. Je trouve que l'auteur a su innover avec l'expression des yeux, comme on a parlé, que ce soit pour l'humour ou l'action, et ça fonctionne totalement, ça donne sa marque de fabrique. La qualité de l'évolution des personnages. Je vais mettre la note de 5 parce que on en a parlé lors de la discussion de manga. C'était pour moi l'un des points faibles du manga, l'un de ses fléaux, si je peux me permettre.
c'est où le manga où manque de profondeur, n'utilise pas ses personnages correctement, à part la première partie ou enfin la première partie je veux dire les personnages principaux où c'est très très bien où t'as un bon développement, ça se déroule sur le long terme, c'est agréable à voir. Mais sur les autres personnages où t'en as plus d'une dizaine quasiment, allez, t'en as entre 5 et 10 que tu développes en même pas 50 60 chapitres, bon, faut aller se faire foutre, hein. Tu peux pas développer réellement, quoi. Tu passes vite fait, tu fais allez, coucou, voilà. Donc c'est pour moi un point faible pour le manga. Pour ce qui est de l'évolution des personnages, j'ai décidé de mettre le 6 sur 10. Pour moi, le développement des 4 héros principaux, que ce soit Tenjiro, Nezuko, Zenitsu ou Inosuke, est bien mené et sympa, il fonctionne. Mais pour tous les personnages secondaires, que ce soit les piliers, ou alors on a Genya, Kanao, qui sont bah, survolés et voire pas du tout exploités. En tout cas, le peu qui a été exploité, ça a été lors de l'arc final. La qualité de la diversification des personnages. Alors, j'ai mis la note de 7 sur 10. Je trouve que sur les chara design des personnages, c'est plutôt efficace. Beaucoup de personnages ont des styles assez extravagants, on va dire, où chacun est assez différent. Même quand il y a des designs un peu plus simples, par exemple avec le personnage de Tokito. Certes, son design est plutôt simple, on va dire, mais ça fonctionne très bien. Son design est vraiment très très cool. Donc, même quand l'auteur a fait quelque chose de simple, elle a très bien fait. C'est très bien réussi. Pour ce qui est de la diversification des personnages, j'ai décidé de mettre le 8 sur 10. Donc pour moi, chaque personnage a son histoire, malgré tout, a son style et son rôle à jouer. Le manga, il offre une vraie diversité, que ce soit dans le fond que dans le chara design. La qualité de l'histoire, j'ai mis la note de 7 sur 10 parce que malgré la fin où ça va un peu trop vite pour moi, où il y a un manque de profondeur et tout, l'histoire en elle-même, elle se lit très très bien. C'est ultra agréable à lire. Sincèrement, je trouvais pas que ça partait, je trouvais pas que ça partait dans n'importe quel sens, ou soit j'arrivais pas à me retrouver. C'était très très bien. J'ai réussi à me retrouver dans toute la lecture. Il n'y avait pas de trucs qui partaient dans tous les sens en mode tiens, je rajoute ça, je rajoute ça, je rajoute. Non, c'était bien structuré. Donc 7 sur 10. Et enfin, pour l'histoire, j'ai décidé de mettre la note de 7 sur 10. L'histoire reste simple mais efficace pour un bon shonen, et il sait captiver du début à la fin sans trop se perdre en chemin. C'est pour ça que je vous invite vraiment à lire le manga si jamais l'animé vous le trouvez trop lent ou avec peu d'action. Vous verrez que la différence est flagrante. Donc après toute cette petite discussion, bah, je pense qu'on a bien fait le tour de l'œuvre quand même. Après, bien sûr, on n'a pas tout détaillé sur tous les arcs et tout, mais je pense que c'était pas vraiment le truc nécessaire à faire. C'était surtout développer notre avis sur l'œuvre en entier, parce qu'après sur chaque œuvre, enfin sur chaque arc, je veux dire, ou saga, ça aurait pu nous prendre vraiment 40 ans. Donc, et je pense que c'est pas forcément ce qui est nécessaire, c'est de les prendre individuellement. Je pense que c'est vraiment l'ensemble qui rend vraiment bien Demon Slayer. Ouais, c'est vraiment faire résumer. En tout cas, dites-nous, vous, ce que vous avez pensé de cette œuvre. Qu'est-ce qu'il en est? Et surtout, la trilogie, Quel est votre avis sur la trilogie? qu'est-ce que vous attendez de ça? Comment vous voyez le découpage? Comment Qu'est-ce ils que... vont détruire la fin? Je suis curieux, est-ce que je suis vraiment le seul à penser comme ça? Ou est-ce que y a du monde comme moi, au secours? Au secours! Aidez-moi! Donc voilà, n'hésitez pas, les barres de commentaires sont là pour vous. En tout cas, bah, petit like, petit commande, petit partage. Et on partage. Très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Ciao. Et à bientôt. Ouais.